Daniel Kabla-Duncan a été exclu temporairement du PDCI sur décision du conseil de discipline du parti. Le vice-président ivoirien et 5 autres hauts responsables sont accusés, entre autres, d'indiscipline. Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a été formellement investi vendredi par le parti au pouvoir pour briguer un nouveau mandat. Ceci après le retrait de son unique adversaire dans la course à l'investiture. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté à la place de l'Indépendance vendredi à Bamako, dans la capitale malienne. Un meeting organisé à l'appel de l'imam Diko contre l'insécurité et la malgouvernance. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous, bienvenue à chacun. En Côte d'Ivoire, Daniel Kabla-Duncan a été exclu temporairement du PDCI sur décision du conseil de discipline du parti. Le vice-président ivoirien et 5 autres hauts responsables ivoiriens, membres du PDCI, dont Rico Lombédier, sont accusés d'indiscipline, d'insubordination et de comportements qui portent atteinte aux intérêts du parti. Sur décision du conseil de discipline du PDCI, 6 hauts responsables ivoiriens, membres du parti, mais jugés trop proches du RHDP, sont exclus. Il s'agit du vice-président de la République, Daniel Kabla-Duncan, Patrick Achi, secrétaire général de la présidence, Théophile Ndoli, inspecteur général d'État, ainsi que les ministres Eugène Aka Awele, Raymond Goudou-Kofi et Claude Isaac D. Motif de leur exclusion, indiscipline, insubordination et comportement qui portent atteinte aux intérêts du parti. Il s'agit cependant d'une exclusion temporaire qui intervient sur fond de guerre de mots entre le PDCI et le RHDP. En effet, seul un congrès peut prendre une décision définitive concernant ces personnalités. Certaines parmi elles étaient déjà sous le coup des mesures disciplinaires comme Daniel Kabla-Duncan ou Patrick Achi, renvoyé début janvier du bureau des vice-présidents du PDCI. Le parti d'Henri Konabédi a entamé sa purge interne depuis quelques mois avec l'exclusion d'un certain nombre de cadres. Cette fois-ci, ce sont les figures qui occupent les plus hautes fonctions au sein des institutions ivoiriennes qui sont attaquées. Les 6 nouveaux exclus appartiennent tous au PDCI Renaissance, mouvement politique dirigé par Daniel Kabla-Duncan et membre du RHDP. La vague d'exclusion devrait continuer au sein du parti avec un autre groupe de militants convoqués la semaine prochaine devant le conseil de discipline. Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a été formellement investi ce vendredi par le parti au pouvoir pour briguer un nouveau mandat lors du scrutin prévu en octobre prochain, après le retrait de son unique adversaire dans la course à l'investiture. Les images. Pour la première fois en 57 ans, la candidature du président sortant du BDP était contestée dans ses propres rangs, illustration des tensions inédites qui opposent Masisi à son prédécesseur issu du même parti, Yann Kama. Mais l'ex-ministre des Affaires étrangères, Pelonomi Vincent Moatoa, soutenu par Yann Kama, a renoncé vendredi à sa candidature. Je me retire car je refuse de cautionner une imposture, a déclaré Mme Vincent Moatoa aux journalistes. Ces élections sont truquées avant même d'avoir commencé. Y participer serait légitimer une procédure frauduleuse, a-t-elle ajouté. Depuis sa démission il y a 1 an de la présidence, les relations entre Yann Kama et Masisi se sont publiquement dégradées, le second prenant systématiquement le contre-pied du premier sur des questions emblématiques comme l'environnement. Le chef de l'État envisage ainsi très sérieusement de suspendre l'interdiction de la chasse aux éléphants, interdite par son prédécesseur en 2014. Yann Kama a quitté ses fonctions en avril 2018 pour respecter la Constitution qui limite à 10 ans le règne des présidents. Il a alors passé le relais à son vice-président, Mokgweetsi Masisi. Yann Kama, qui n'a pas participé vendredi au congrès de son parti, a depuis publiquement accusé Masisi de trahison. Le BDP règne sur le Botswana, considéré comme l'une des plus solides démocraties du continent africain depuis son indépendance en 1966.
Au Bénin et à la faveur d'une déclaration faite ce début de week-end, le parti La Flamme Renouvelée a dénoncé la mémise du pouvoir de la rupture sur la tenue des législatives inclusives. Pour la jeune formation politique, il est plus qu'important, en vue de la sauvegarde des acquis démocratiques, que le pouvoir et son chef réexaminent la situation. Nous suivons Amégan Eda Gilbert, le président du PFR, pour plus de précisions. Eu égard à ce vaste complot qu'organise le gouvernement de la rupture contre le peuple béninois, il n'y a qu'une seule solution qui s'impose à nous. 1. Exiger la participation effective de l'opposition aux élections législatives de 2019. 2. Dénoncer les pratiques et comportements autoritaires du pouvoir de la rupture. 3. Exiger du pouvoir de la rupture qu'on aille aux élections législatives de 2019 avec l'ancien code électoral et l'ancienne charte des partis politiques. Pour ramener les dirigeants à la raison, le parti La Flamme Renouvelée, PFR, dispose d'un instrument privilégié, celui de la vivification de la flamme par tous les enfants du feu du Bénin. Cette vivification au quotidien permet de nettoyer l'état de sang de tous les enfants du feu, de renouveler leur conscience et améliorer la qualité du discernement, conduisant à revoir leur position afin que opposition et mouvance participent aux élections législatives inclusives de 2019 dans un climat de paix, de sérénité, de convivialité et de concorde. Si malgré tout les nettoyages de la crasse contenus dans leur état de sang, les gouvernants persévèrent dans leur position, cela suscitera la colère de la population contre laquelle aucun des dirigeants ne résistera. Les enfants du feu, par le canal de La Flamme Renouvelée, lancent un appel vibrant à toute la population béninoise pour barrer la route à tous ceux qui prendront le risque de précipiter le Bénin dans une violence infernale. Je l'annonçais en titre, plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté à la place de l'Indépendance ce vendredi à Bamako, dans la capitale malienne. Les avenues du monument de l'Indépendance étaient noires de monde, au moins sur 2 kilomètres de part et d'autre. Un meeting contre l'insécurité et la malgouvernance organisé à l'appel de l'imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali, suivant quelques manifestants au micro de Halima Bentouré. Demandons à ce gouvernement de démissionner le plus simplement possible, qu'il y reste le président. Je parle du président, que le président de la République du Mali, je lui dois du respect, qui démissionne de façon démocrate, qui donne un exemple à sa jeunesse. Ils disent que son deuxième mandat, c'est un camarade de la jeunesse. La jeunesse demande aujourd'hui, avec respect et considération, qu'il donne un exemple. C'est les musulmans qui ont la solution. Avec les doigts, c'est Allah qui a dit dans le Saint-Coran. Avec les doigts, c'est nous qui avons la solution. Même le gouvernement qui est présent, c'est les musulmans. Et dans un pays dont 95% musulmans, c'est nous qui avons la solution. C'est nous qui avons la solution. Wallah, on a la solution. On a la solution. Seulement, le problème, c'est nous parce qu'on a négligé, on a donné le temps aux politiciens. On a donné le temps aux politiciens. Raison de plus, ils ont vendu le pays. Ils ont vendu le pays. Ils ont trahi les Maliens. Ils ont trahi les musulmans. Ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Wallahi billah, ils nous ont trahis. Hier, c'était le nord. Aujourd'hui, on a oublié le nord, c'est le centre. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver ici au sud. Donc vraiment, s'il n'est pas capable vraiment de garantir notre sécurité, qu'il dégage. S'il part, le président de l'Assemblée nationale va assurer l'intérim direct les 40 jours. C'est lui qui est capable, nous allons choisir ces derniers pour aller de l'avant. Vous savez, quand les choses atteignent une certaine limite, comme on dit, la ligne rouge, il est indispensable que le peuple se retrouve, le peuple marche. Et de toutes les façons, le monde nous donne déjà une leçon à travers le cas de l'Algérie, d'accord? À travers le cas de la France. Je pense que ce qui nous arrive commande à ce que l'on sorte, le peuple sorte pour clamer sa désapprobation.
Ce dimanche, le Rwanda va commémorer le 25e anniversaire du génocide de 1994, dont le traumatisme est encore loin d'être effacé. Et ce, malgré tous les progrès accomplis en un quart de siècle par le pays. Reportage. Alors que le Rwanda s'apprête à commémorer dimanche prochain le 25e anniversaire du génocide de 1994, le chef de la Commission nationale de lutte contre le génocide a déclaré que le plus grand défi des dernières décennies a été la reconstruction de l'unité nationale. Un génocide, c'est une extermination d'une catégorie, d'une composante de la population, en l'occurrence les Tutsis. Donc cet acte-là, cet acte meurtrier, brise profondément l'unité du pays. Donc il a été question pendant les 25 dernières années de ramener tous les Rwandais à comprendre que nous partageons un même pays, les mêmes droits. Et donc la construction d'un état de droit a été un défi essentiel et capital sur lequel le Rwanda a travaillé ces 25 dernières années. Étant donné que le génocide a emporté plus d'1 million de victimes, nous avons dénombré en 2002 1 074 017 personnes. Ça, c'est le chiffre qu'on a dénombré en 2000 et qui ont été punis en 2002. Mais nous pensons qu'ils vont au-delà, parce qu'il y a des victimes qu'on n'a pas pu savoir où ils ont été jetés. Et donc, ce défi de justice était aussi un défi considérable. Le thème des commémorations est souvenir, unité et renouveau. La CMI, cette année, suit la jeunesse qui n'a pas vécu le génocide, mais qui continue à en subir les conséquences. Et comme chaque année, le président rwandais Paul Kagame ouvrira ce jour-là une période de deuil national de 100 jours en allumant une flamme de souvenir au mémorial de Gizozi à Kigali, avant d'assister à une cérémonie au stade à Mahoro. 100 jours, comme le temps qu'aura mis entre avril et juillet 1994 le régime extrémiste Hutu pour tuer au moins 800 000 personnes, selon l'ONU, essentiellement parmi la minorité Tutsi, mais aussi chez les Hutus modérés. En République démocratique du Congo, une nouvelle vague de Congolais refoulés d'Angola est arrivée dans le sud-ouest du pays. Selon un responsable local, plus de 3000 personnes sont de retour au bercail depuis 4 jours dans le territoire de Kaemba, province du Congo. Plus de 3000 personnes refoulées d'Angola sont arrivées dans le territoire de Kaemba, province du Congo. Ainsi s'exprimait Séverin Moubanga, administrateur du territoire de Kaemba, situé à environ 110 km de la frontière avec l'Angola. Selon ce responsable local, des femmes enceintes, des enfants, des malades qui sont dépourvus de moyens figurent parmi la nouvelle vague de Congolais refoulés d'Angola et arrivés ces derniers jours dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Déjà en octobre 2018, les autorités angolaises avaient affirmé qu'environ 380 000 migrants clandestins, pour la plupart originaires de la RDC voisine, avaient quitté l'Angola en moins d'un mois. Kinshasa, qui avait avancé le chiffre de 200 000 Congolais expulsés, dont 30 000 brutalement avec des pertes en vies humaines, avait alors fait part de toute son indignation. Lors de sa visite à Luanda en février 2019, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi avait demandé aux autorités angolaises de prévenir le gouvernement de la RDC de toute décision d'expulsion de ses ressortissants. Et ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.